Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. À seulement 22 ans, il fait partie de la nouvelle génération de députés. Louis Boyard, député du Val-de-Marne de la NUPES, est notre invité du grand JT. Son parcours, son engagement, sa vision de l'école, on lui posera toutes les questions dans un instant. Toute son enfance, elle a été catégorisée et rabaissée au statut de cancre. Aujourd'hui, elle a pris sa revanche et le raconte dans un livre. La chroniqueuse et conférencière Aline Peugeot sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau. Il revient pour une saison 2 avec encore plus d'anecdotes intéressantes sur l'éducation. Et aujourd'hui, il nous dira tout sur l'alphabet. Loïc Landreau, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité de la journée. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est parfait. Loïc, un lundi 5 septembre marqué par une grève des ATSEM. Et effectivement, une partie des 50 000 agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, on pourrait d'ailleurs dire agenteux puisque 99% sont des femmes, eh bien elles sont en grève aujourd'hui à l'appel des syndicats. Elles demandent une augmentation immédiate de leur salaire de 183 € net par mois, mais également, je cite, la reconnaissance précise de la pénibilité de leur métier, à savoir qu'elles gagnent entre 1 300 et 1 800 € tout au long de leur carrière. Voilà, 183 €, c'est donc largement peu par rapport à tout ce qu'elles font. Largement mérité. Oui, largement mérité. D'autres revendications concernent notamment l'indexation du point d'indice sur l'inflation pour compenser justement la multiplication de leurs tâches au quotidien, à savoir qu'un autre mouvement social est prévu le 29 septembre prochain. On va parler de l'école à la maison maintenant puisque la loi se durcit. Et oui, depuis jeudi, une nouvelle loi sur l'instruction en famille oblige les parents à obtenir une autorisation de l'inspection académique pour scolariser leur enfant à domicile. Les parents doivent désormais justifier leur choix et les motifs ont été limités à 4. En raison du handicap de l'enfant, d'une pratique sportive ou artistique intensive, de l'itinérance de la famille ou encore, je cite, s'il y a l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant ce projet éducatif. Et pour chacune de ces raisons, eh bien, les parents vont devoir fournir des documents, des preuves, des diplômes et se soumettre donc à l'avis d'une commission qui étudiera le dossier, à savoir que les contrôles vont être renforcés. Il y aura un contrôle de la mairie du lieu de résidence ainsi qu'un contrôle du directeur d'académie. Qui dit rentrée dit inscription des enfants à différentes activités, notamment les activités sportives. Oui, et c'est à chaque fois un petit peu un casse-tête pour trouver la bonne activité, pour pas que dans 2 mois, ils nous disent « je veux plus y aller, je veux plus en faire ». Donc, il y a ça, évidemment, mais c'est aussi un investissement pour les ménages, gros investissement, d'où le lancement par le gouvernement en 2021 du Pass Sport. C'est une aide de 50 € pour financer tout ou partie d'une inscription à un club de sport. Et vendredi, il y a quelques jours, le ministère des Sports a annoncé l'ouverture du portail www.pass.sport au pluriel.gouv.fr, www.pass.sport.gouv.fr, qui permet donc de s'informer et de profiter de ce dispositif. À savoir que pendant l'été, son application a été étendue et prolongée, c'est-à-dire que maintenant des étudiants boursiers jusqu'à 28 ans pourront bénéficier aussi du passeport et tous les sportifs en herbe pourront maintenant bénéficier jusqu'au 31 décembre 2022. Donc il reste encore un petit peu de temps pour tester des activités avant de payer la cotisation. Pour terminer, on reste dans le sport, toujours, avec une école de natation qui n'est pas comme les autres. Racontez-nous. Ça s'appelle SwimStar. Ça propose des cours de prévention à la noyade pour les enfants à partir de 3 ans. Et c'est très important parce que chaque été, malheureusement, on déplore près de 1500 noyades accidentelles, dont 22% concernent les enfants de moins de 6 ans. Là, ce sont des séances de 30 minutes. Il faut compter 20 € pour le premier cours découverte et c'est un programme adapté. Le but, c'est d'apprendre à se sécuriser dans l'eau, donc à flotter d'abord, à se rapprocher d'un rebord et ensuite à appeler à l'aide. Donc c'est une formation extrêmement importante évidemment pour tous nos enfants. Entre 3 et 6 ans donc, ouais. Parce qu'on peut l'apprendre avant effectivement, mais c'est oui. Une autre formation. Donc oui. Voilà qu'il faut. Merci beaucoup. Merci. Loïc Landreau. Je vous retrouve tout à l'heure évidemment pour la chronique que j'attends. Saison 2, nouvelle chronique sur l'alphabet. Tout est dit. À 22 ans, il est donc l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale. On reçoit Louis Boyard ensemble aujourd'hui pour une spéciale Grand JT de l'éducation. Bonjour Louis Boyard. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau du Grand JT. Ici, School TV, vous imaginez bien qu'on parle d'éducation. Enfin. Enfin, c'est vrai, vous aviez envie. On parle trop peu d'éducation en ce moment dans le débat public et c'est bien dommage, surtout qu'il se passe des choses très graves. Donc ça fait plaisir de pouvoir en parler longuement.
Voilà, avec plaisir, on va en parler. Alors évidemment, les réformes, toutes les réformes qui ont eu lieu, cette rentrée scolaire, tout ce qui a été dit. Mais bien entendu, je vais profiter de ce moment-là pour revenir aussi sur votre parcours. Vous avez fait beaucoup parler de vous, à gauche, à droite, si je puis dire. Un parcours tout à fait étonnant. Mais vous êtes fait connaître surtout pour 2 raisons. La première, eh bien, pour avoir refusé de serrer la main à un député Rassemblement national, en l'occurrence Philippe Ballard. Pourquoi ce geste ? Parce que déjà, c'est pas agréable de serrer la main à un raciste, mais aussi parce que... Vous le dites raciste, Philippe Ballard ? C'est même assez étrange que j'ai à rappeler que le Rassemblement national soit un parti de racistes. Mais deuxièmement... C'est pas ce qu'ils disent eux-mêmes. Mais c'est pas ce qu'ils disent d'eux-mêmes, mais il faut voir quelles sont leurs obsessions. Mais parce qu'il faut aussi se rappeler de comment est-ce qu'on fonctionnait il y a 20 ou 30 ans. Si jamais il y a 20 ou 30 ans, le Rassemblement national, donc le Front national, était rentré à l'Assemblée nationale, est-ce que ça aurait coulé de source comme aujourd'hui ? Et du coup, je veux interroger la classe politique. Pourquoi ce qui était anormal il y a 20 ans est devenu normal aujourd'hui ? Et je trouve ça d'autant plus inquiétant que je parle d'une époque que je n'ai pas connue pour essayer de ramener un petit peu des fondamentaux qui permettent de défendre nos valeurs républicaines qui sont attaquées par le Rassemblement national. Quand vous dites anormal, c'est par exemple vos parents, vos grands-parents qui à l'époque disaient que c'était anormal qu'ils soient présents ? C'est un sentiment que vous avez parce que, pardon, hein, mais c'est pas une généralité pour tout le monde. Mais c'est malheureux. Mais à une époque, Jean-Marie Le Pen au second tour, c'était un séisme en France. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'à l'époque, on était capable d'avoir des chanteurs qui faisaient des concerts en disant « la jeunesse s'emmerde le Front National » sans que ça ne choque personne ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque... Aujourd'hui, je vous rassure, c'est toujours le cas. Mais non, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes ont du mal à prendre publiquement position contre le Rassemblement national. Quand on dit que le Front National est un parti de racistes, on nous interroge. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Il n'existe plus maintenant, c'est le Rassemblement national. Moi, je continue de l'appeler Front National. Parce que pour vous, c'est les mêmes idées ? Pour moi, c'est les mêmes idées. C'est la même famille. Et je veux alerter sur le fait que non, ce n'est pas normal qu'il y ait 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. C'est pas normal que la classe politique soit restée si sage devant tout ça. C'est pas normal d'avoir autant de débats stupides autour de l'islam et de l'immigration. C'est pas normal que le président fasse un grand débat sur l'immigration en même temps qu'il tape sur les chômeurs. Aujourd'hui, on a repris les thèmes du Front national parce que c'est arrangeant pour le président, parce que le Rassemblement national, c'est devenu son assurance vie. C'est choquant et je pense que c'est important de prendre une position claire sur le sujet. C'est ce que je fais. Je reviens sur ce geste, donc de ne pas serrer la main, non pas pour le juger, mais c'est une interrogation que je pose. Vous l'avez fait, en revanche, vous avez serré la main à au moins 20 autres députés Rassemblement national avant. Pourquoi, en l'occurrence, ce monsieur Philippe Ballard ? Est-ce que c'était contre lui ? Non, mais en fait, c'était absolument pas quelque chose de préparé. Déjà parce que beaucoup, je les connaissais pas, et d'ailleurs, ils sont toujours inconnus au bataillon, malgré qu'on ait eu quelques mois Peut-être qu'ils font un peu moins de communication que vous. Ils font tout simplement moins de politique. Ils proposent beaucoup. Donc la politique, c'est de la communication ? Non, la politique, c'est dans l'hémicycle, la politique, c'est parler aux gens. Nous, quand on parle dans l'hémicycle, on n'est pas entre technocrates en train de discuter les uns avec les autres. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, et c'est normal que là-bas, on y parle au peuple. C'est notre manière de faire les choses. Mais c'est un lieu de débat, vous êtes d'accord ? C'est un lieu de confrontation d'idées. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Quand vous avez La République en marche, mais sur toutes les réformes, qui disent vous allez uniquement discuter de ce dont nous, on veut parler, des amendements dont on veut parler, ils veulent cloisonner le débat. Pourquoi est-ce qu'on serait moins légitime que La République en marche à dire écoutez, non, vous voulez parler de pouvoir d'achat, nous, on va vous parler de partage des richesses. Et ça, c'est un débat d'idées. Et on a toujours été dans le débat d'idées. Mais le Rassemblement national aussi, alors, quelque part. J'ai du mal à trouver où sont les idées du Rassemblement national. Pour vous, ils n'ont pas d'idées ? Si, ils ont des idées racistes, mais par rapport à la majorité nationale, regardez sur le pouvoir d'achat. Ils étaient quasiment tout le temps ensemble sur l'éducation nationale. Marine Le Pen a applaudi Blanquer. Donc, j'ai du mal à distinguer sur beaucoup de points, sur les questions économiques ou sur les questions d'éducation, j'ai du mal à distinguer le Rassemblement national et La République en marche. Et c'est à La République en marche de s'inquiéter vis-à-vis d'elle-même. Mais il y a quand même, pardon, mais encore une fois, l'Assemblée, comme vous le dites, c'est un lieu de confrontation d'idées, c'est un lieu d'échange. On est là pour faire avancer les choses. J'imagine qu'à votre âge, vous avez 21, 22 ans, c'est ça ? 22 depuis quelques jours. 22 ans, voilà, joyeux anniversaire. Vous êtes là, j'imagine, très engagé. Vous voulez faire changer le monde. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une parole de votre papa, je crois, non ? Il dit, tu vas pouvoir enfin changer le monde. C'est parce qu'on en a besoin. Nous, on n'est pas ici par plaisir ou on ne fait pas ce qu'on fait parce que ça nous amuse. Si jamais on continue à ce rythme-là, on va passer des 3 degrés à l'échelle globale.
déjà, on a eu un été difficile. Imaginez ce que c'est en ayant passé les 3 degrés. Si jamais on continue à ce rythme-là dans l'école, j'ose même pas imaginer à quoi ça Alors, on va en parler dans 10 ans. justement des effets Non, mais climatiques sur ce que- l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que, pardon de vous interrompre, mais juste le débat d'idées. Ouais. Forcément, il y a une confrontation aussi sûr. avec ceux qui ne pensent pas comme vous. C'est vrai. Et c'est une alors, bonne chose. et c'est pas là où on fait avancer les choses, C'est justement. une très bonne chose. C'est un grand plaisir de débattre avec La République En Marche de pourquoi. Mais est-ce vous qu'il serrez faut la le main, partage par de exemple, richesse. d'Emmanuel Macron Par et pas de contre, Philippe Ballard. Mais parce que le Rassemblement national n'est pas un parti républicain. Je l'affirme, ce n'est pas un parti républicain. On a été fondé sur des principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Et la base de ces principes, c'est qu'ils sont universels. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre histoire. Et le Rassemblement national n'est pas républicain de ce point de vue-là. Je me fiche de savoir la religion de mon concitoyen quand je dois prendre des décisions politiques, pas le Rassemblement national. Je me fiche de connaître l'histoire de la personne pour savoir si elle est plus ou moins française qu'un autre, pas le Rassemblement national. Ils ne sont pas républicains parce qu'ils sont ennemis des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut lutter avec force contre eux. Alors, je disais en tout premier lieu qu'effectivement, la première raison pour laquelle on vous connaît, effectivement, c'est ce geste. Et la deuxième aussi, c'est parce que vous faites partie des plus jeunes députés français. J'allais dire félicitations, je ne sais pas si je dois vous féliciter ou pas, mais je trouve ça génial de pouvoir avoir des jeunes, effectivement, très engagés. À quel moment ça a commencé, cet engagement ? Ça a commencé dans une lutte dans l'éducation. En fait, j'étais dans un lycée qu'on surnommait le lycée maudit. J'avais à peu près tout. Dans le Val-de-Marne ? Dans le Val-de-Marne, construit sur une ancienne sablière en zone inondable. Donc quand on avait des inondations, on avait des trous dans la cour de récré. On avait des rats, on était en dessous de la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Orly, ce qui faisait qu'on avait le bruit des avions, le mercure, le benzène, on était à côté d'une décharge, d'un grand trafic routier, d'une zone Céveso, on avait des rixes, bref, on avait tout, le plafond qui s'effondre. Enfin, une chose, on nous avait dit qu'on ne l'avait pas, c'était de l'amiante, et à un moment, un bloc d'amiante tombe dans une salle de classe. Donc avec les amis, les professeurs, on se regarde, on se dit, bon, là, c'est trop. Vous vous rendez compte que c'est de l'amiante tout de suite ? On a demandé une expertise indépendante, et c'est à travers cette expertise indépendante, parce qu'on soupçonnait... C'est vous ou c'est les professeurs ? C'est les professeurs, parce que face à tous les problèmes qui pouvaient y avoir, les lycéens, on s'était organisés ensemble pour se dire, bon, là, quand même, il y a des enjeux de santé publique qui nous concernent. Enfin, quand vous avez un morceau de plafond du gymnase de 3 mètres qui tombe à côté d'un élève, ça vous fait réfléchir et ça vous fait vous organiser. Et du coup, on s'est mobilisés, on a bloqué le lycée pendant entre 2 ou 3 mois avec le soutien des professeurs qui ont exercé leur droit de retrait et on a obtenu la reconstruction du lycée. Et après... Et c'est à ce moment-là, donc, c'est les prémices finalement d'un étudiant engagé dans le réchauffement climatique, ou en tout cas pour l'environnement, ou tout simplement les révoltes d'un étudiant qu'on connaît beaucoup quand on a 14, 15, 16 ans. Quand vous êtes dans un lycée qui s'effondre, qui a la réputation d'être l'un des pires lycées du Val-de-Marne, et qu'ensuite on vous pond Parcoursup, vous vous interrogez, est-ce que j'ai plus ou moins de chances qu'un autre de pouvoir accéder à la fac de mon choix ? Alors là, vous faites un pont, il va falloir quand même expliquer ça. Parce que en fait, quand on est jeune, et particulièrement quand on commence à rentrer au lycée, on se rend compte que l'éducation nationale fait beaucoup de fausses promesses aux élèves. Et je m'en étais rendu compte dans la bataille que j'ai menée au lycée. Je m'en étais rendu compte quand Parcoursup et la sélection sont arrivés. Et à force de se rendre compte que les injustices, c'est toujours pour les mêmes, et ça vous incite à vous bouger. Et donc du coup, j'ai décidé de me bouger. Je me suis engagé à l'Union nationale lycéenne, syndicat lycéen. Et depuis, je n'arrête plus. Vous n'arrêtez plus. Alors justement, ce combat dont vous parlez d'inégalité. Pour vous, l'école n'est plus l'école de la République dont on parle. L'école crée des inégalités ? L'école, oui, elle accentue des inégalités et surtout, ce n'est plus l'école de la République parce qu'elle est perdue. C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai des réunions où je parle d'école. Je commence toujours par interroger les gens. Selon vous, quel est le rôle de l'école ? Et ils ont souvent du mal à se mettre d'accord. Et ça interroge, quel est le rôle de l'école en France ? Est-ce que c'est d'accompagner les gens vers le marché du travail ? Est-ce que c'est de former des citoyennes et des citoyens ? Est-ce que c'est de faire la garderie, comme ça a été le cas pendant le Covid ? Je veux dire, aujourd'hui, on n'est plus d'accord politiquement sur quel est le rôle de l'école. À titre personnel, pour moi, l'école, c'est un outil de transformation sociale. Ça doit à la fois former des citoyennes et des citoyens. Par exemple, il y a quelque chose que je trouve intéressant, mais pourquoi est-ce que les jeunes de 18 ans, ils votent pas pour la plupart ? C'est pas parce qu'ils s'en fichent, c'est parce qu'ils se sentent pas légitimes. Parce qu'ils disent, moi, je connais rien à l'histoire des courants politiques, je connais que très peu les institutions, on me les a pas appris, et du coup, moi, c'est pas que la politique m'intéresse pas, c'est que je suis pas légitime à m'y intéresser. Dans les cours de MC, par exemple, à l'école, ils ne les apprennent pas ? Les cours de MC, ils sont pas toujours faits, et ils sont en vérité très, très pauvres par rapport à ce que demande un bagage culturel, politique, pour donner en confiance en soi aux nouveaux citoyens. Et pourtant, j'ai l'impression que toute votre génération, je dis votre, parce que je suis un petit peu plus âgée, toute votre génération est extrêmement engagée, et c'est vous, en fait, qui faites bouger les lignes, clairement. Donc alors, d'où elle vient, cette ferveur ? C'est-à-dire qu'à l'école, il n'y a pas, et à l'extérieur, oui ? Ça, c'est intéressant, c'est que moi, je constate une rupture générationnelle sur tous les sujets. Sur les questions écologiques, c'est assez flagrant. Sur les questions sociales, pareil. À
l'époque, il n'y avait pas besoin de Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'il y avait suffisamment de place pour le nombre d'élèves. Mais c'est impressionnant aussi de voir dans les établissements le rapport au genre, de voir à quel point les jeunes de ma génération bousculent des codes. Et il y a une rupture générationnelle et aussi une génération très politique, parce qu'on est constamment connecté, qu'on est baigné d'informations, et la jeunesse s'intéresse à tout ça. Par contre, il y a deux problèmes. C'est déjà une question de légitimité. Il y a des jeunes qui ne se sentent pas légitimes à faire de la politique parce qu'on ne leur donne pas le bagage pour pouvoir se sentir légitime. Et après, ensuite, il y en a qui pensent que ça ne sert à rien. Donc il faut leur enseigner justement la chose publique, je dis bien la chose publique, la res publica, en fait, le sens de la notion de politique, d'engagement. C'est ça, il faut enseigner sur... bon, la Révolution française, on l'apprend, mais d'un point de vue très historique et pas assez politique à mes yeux. Alors que la République, c'est pas un régime neutre. Quand on fait l'école de la République, eh ben, on apprend pourquoi est-ce qu'on est pour la liberté, pourquoi est-ce qu'on est pour l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire que la fraternité... Vous êtes pour la liberté, mais vous ne voulez pas que le Rassemblement national s'exprime. C'est parce que précisément... Parce qu'il est anti-républicain. Oui, précisément parce que ce sont des ennemis de la liberté. La République en marche, je suis en total désaccord avec eux. Je trouve même qu'ils ont des dérives autoritaires. Pourtant, je suis républicain. Et je n'ai aucun problème à ce qu'on ait justement de la contradiction. C'est ça qui fait vivre la République. Mais aujourd'hui, on considère la République, elle ne veut plus rien dire. On utilise la République à tout va, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Et la République, elle doit toujours être accompagnée d'un autre mot. À mes yeux, c'est République sociale et écologique. Mais plein d'autres personnes peuvent avoir d'autres avis. Et ça, justement, je veux que non seulement on puisse l'enseigner à l'école, mais qu'on puisse en débattre. Le lycée, ça doit aussi être un lieu d'expression politique. Et c'est ce que vous ressentez aujourd'hui? Les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer en fait, au sein de l'école, ils ne se sentent pas écoutés? On a peu de place à l'école aujourd'hui. C'est ça aussi qui m'inquiète aujourd'hui dans l'état de l'école. C'est une discussion que j'ai eue avec une amie qui avait mon âge et on se disait, nous, on est parti juste avant que l'école parte en vrille parce que quand vous arrivez à l'école, vous arrivez au lycée, on va dire, vous arrivez à 8h, parfois vous sortez à 19h et entre-temps, vous n'avez pas vraiment eu de temps où vous pouviez vraiment construire quelque chose par vous-même. Un jour, mon petit frère m'a posé une question. Louis, je me suis pris une heure de colle, est-ce que c'est compté dans Parcoursup? Parce que dès que vous arrivez en seconde, vous commencez déjà à être dans un esprit en vous disant, je suis en compétition avec tous les autres, c'est la sélection. Ensuite, une fois que vous arrivez à l'université, vous êtes encore en compétition les uns avec les autres, il n'y a pas assez de place, il y a une espèce d'ambiance, une ambiance mauvaise dans laquelle on fait développer les adolescents et surtout dans laquelle on les laisse pas se développer. Regardez les maisons des lycéens, ça n'existe quasiment pas dans les lycées. Les CVL, ça n'a pas de pouvoir. Et justement, on y gagnerait à laisser à la fois du temps pour laisser les lycéens développer leur engagement politique, culturel, associatif, et aussi à donner de la formation et un vrai rôle aux instances j'ai envie de dire presque politique lycéenne. Quand vous dites l'école part en vrille, enfin est partie en vrille, ouais. vous avez une date, vous la datez cette école qui part en vrille? Je la date à partir de Parcoursup parce que donc il n'y a pas si longtemps quand même. Il n'y a pas si longtemps et parce que vous voyez, moi j'ai ma vision de l'école qui est une école qui forme des citoyennes et des citoyens, voilà, l'école de la République. Pardon, mais est-ce que vous avez suivi toutes les réformes qui ont été faites avant? Parce que je sais que vous êtes jeune, mais forcément oui. Vous avez des notions. Hein, on vous citait Robespierre, etc. Donc vous savez ce qui s'est quand même passé avant dans l'histoire. Les réformes ont été nombreuses. Il n'y a pas eu que la réforme de Jean-Michel Blanquer. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une répétition? C'est une répétition, mais ils ont terminé la chose. À partir de Parcoursup, on a acté le fait que le rôle de l'école, c'était plus de former des citoyennes et des citoyens, mais de les emmener vers le marché du travail. On a acté le fait que l'école, c'était pas un lieu où on allait transmettre des savoirs, mais ça allait aussi être un lieu dans lequel on met les élèves en compétition pour pouvoir voilà, se mettre en... Mais il n'était pas en compétition avant, quand il y avait les terminales S, ES, ni A, B, C, D? Pas autant. Pourquoi? Parce que là, sur chaque point, en fait, à chaque niveau, vous êtes déjà en compétition. Pour pouvoir accéder aux spécialités, déjà dès la troisième, il y a une espèce d'ambiance mauvaise d'image qu'on donne au lycée professionnel qui est dégoûtante. Et elle est due à quoi? Elle est due au fait que les élèves ne sont pas libres dans leur choix pour aller dans l'enseignement professionnel ou dans l'enseignement général. Mais ça, vous savez que les générations avant vous, avant moi, le disaient déjà. Et les formations professionnelles étaient très très mal vues. Et vous avez raison d'en parler parce que c'est très important. Mais est-ce que réellement c'est Parcoursup qui a créé ça? Bien sûr, parce qu'avant, la règle, c'était vous avez le baccalauréat, vous pouvez accéder à l'enseignement supérieur. Maintenant que vous ayez le baccalauréat ou pas, on s'en fiche. Enfin, non, il vous faut le baccalauréat, mais ça ne vous donne pas la garantie de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Non, c'est le dossier qui compte, en fait, pour ceux qui nous suivent. C'est le dossier qui compte, mais on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que les algorithmes avec lesquels on fait la sélection des élèves, ce sont des algorithmes qui sont tenus secrets, qui est quelque chose qui devrait être scandaleux. Pourtant, c'est maintenu et on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Et puis, il y a quand même quelque chose que je trouve assez gênant, c'est ce rapport que le gouvernement peut avoir vis-à-vis de la jeunesse et du marché du travail, à vouloir absolument les emmener vers toutes les filières qui permettent de donner de l'emploi, sans réfléchir à pourquoi est-ce qu'on les emmène vers tel emploi et est-ce que ça intéresse les élèves ou pas. Mais alors, attendez, pourquoi ça vous choque ça? Parce que finalement, je peux comprendre qu'on ait une liberté de choix, mais en même temps, est-ce que c'est pas bien de pouvoir ouvrir aussi à tous les métiers qui, justement,
demande, crée Bien l'emploi. sûr, mais deux choses. Déjà, pourquoi est-ce qu'on crée de l'emploi ? Parce que là, il va se passer des choses dans les 30 prochaines années vis-à-vis du réchauffement climatique. Par exemple, très bête, mais il va falloir qu'on rénove la plupart des canalisations d'eau, parce Oui. qu'on perd de l'eau. Oui. Donc pour ça, il va falloir qu'on ait des techniciens, des personnes qui maîtrisent le sujet, qui savent se servir des outils. Aujourd'hui, on ne crée pas, rien n'est planifié vers ce dont on a besoin pour la planification écologique. Et deuxièmement, je repose la question du consentement à l'orientation. Parce que quand je vois qu'à la fin de chaque session Parcoursup, ils disent « Bon, il y en a tant qui ont été laissés sur le carreau, mais ceux des dernières semaines, on a réussi à les caser quelque part. » Oui, mais quelqu'un qui veut faire des mathématiques, si vous l'envoyez faire des études littéraires, il ne fait pas ce qu'il veut dans la vie. Là, on parle quand même des études qui définiront le métier, qui définiront finalement une bonne partie du sens de la vie des gens. Et on n'a pas l'impression qu'ils se sentent particulièrement concernés par ça. Donc, pour moi, de ce point de vue-là, j'ai deux choses. Sur la voie professionnelle particulièrement, il faut réfléchir à quel métier on a besoin pour quel rôle dans la transition écologique, et sur la question du consentement à l'orientation. Dès la troisième, moi, je suis contre le fait que le conseil de classe donne un avis. Parce qu'en vérité, ce n'est pas un avis, c'est un ordre. Et il faut rentrer dans des grandes démarches administratives. Les parents doivent rentrer dans ces démarches administratives pour finalement que l'élève fasse ce qu'il veut. Et troisièmement, il faut un droit à l'erreur. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on redouble plus. Voilà, je trouve normal qu'on puisse redoubler, qu'on puisse se réorienter, mais comme ça coûte cher, c'est quelque chose qui est encore une fois extrêmement difficile. Et donc du coup, l'épanouissement de l'élève dans tout ça, ça a l'air d'être assez secondaire. Et je trouve Vous savez, il y a beaucoup de parents qui refusent le redoublement de leurs enfants. Mais c'est pas forcément ni les profs, ni le lycée en question, ni l'élève qui choisissent. C'est parce qu'on a un problème, mais là c'est un problème de culture française sur le rapport à l'école, le pourquoi l'école. Alors justement, quel est votre avis là-dessus ? Parce qu'on a vu beaucoup de parents se fâcher avec les professeurs, très souvent dans l'établissement, prendre part, vous savez, tout comme la santé et le Covid, avoir un avis sur tout en l'occurrence, et les professeurs se plaignent beaucoup de ça parce qu'ils ne se sentent pas reconnus déjà, et surtout, ils ont l'impression de ne plus avoir du tout de marge de latitude vis-à-vis de leurs élèves. Quelle est votre position ? C'est normal, parce que c'est difficile d'avoir une marge de latitude quand on a autant d'élèves par classe. Ce matin, j'étais en réunion avec le recteur de l'académie et la préfète, et on faisait un point sur les situations de l'école. Ils donnaient les moyennes par classe, je ne sais plus, je crois qu'au lycée, on devait être à une trentaine. Dans ma classe, on était 38. Et je me mets à la place de mon professeur, à nous gérer à 38. En plus, dedans, on avait des fortes têtes. C'est impossible de gérer une classe dedans. Et j'entends le débat sur la revalorisation du métier d'enseignant. C'est pas à la fin du master que les gens décident de ne pas devenir enseignants. C'est à partir de la terminale, quand ils voient que les profs galèrent. La question de l'attractivité du métier d'enseignant, c'est pas tant une question de salaire qu'une question de conditions de travail, et notamment de conditions de travail des élèves. En fait, si on réduit pas le nombre d'élèves par classe, si jamais on laisse pas plus de temps aussi pour apprendre les programmes, parce qu'aujourd'hui c'est une véritable usine à gaz que je trouve, à laquelle j'ai jamais réussi à trouver ma place. Vous avez beaucoup d'élèves qui sont incapables de rester assis sur une chaise à écouter un cours théorique. Voilà, pour les élèves, c'est pas une pédagogie adoptée. Et la mesure donc d'Emmanuel Macron et donc de Jean-Michel Blanquer et de Pape Ndiaye de dédoubler les classes de CP et de CE1, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est intéressant, mais encore faut-il dédoubler les locaux. Dans ma circonscription, ça a été fait, sauf que du coup, vous vous retrouvez à avoir deux professeurs dans la même classe avec deux niveaux différents. Je crois même, j'en ai parlé, il me semble, c'est bien dans ma circonscription, on a 3 niveaux différents dans une seule salle de classe. Donc faire des dédoublements administratifs, pourquoi pas ? Mais si vous n'avez pas les locaux qui suivent, vous vous retrouvez dans des configurations qui sont complètement absurdes d'un point de vue pédagogique. Alors évidemment, à vous suivre, tout paraît extrêmement simple, mais alors qui va financer justement ces nouveaux locaux, cette pénurie, et on va en parler juste après, de personnel enseignant manquant, à savoir de professeurs, d'aide pour l'éducation, l'ATSEM et autres. Comment on fait ? Eh bien, de l'argent, il y en a. On sait très bien. Écoutez, je vais vous donner... on a beaucoup parlé de Total, par exemple. En vérité, on a beaucoup parlé de tous les super profits parce que je vais vous donner l'exemple de Bernard Arnault, première fortune de ce pays. Grâce au Covid, et j'insiste, grâce au Covid et grâce à l'inflation, il a augmenté sa fortune personnelle, il l'a doublée. Ce que je veux dire, c'est que de la richesse produite en France, on n'en a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de richesse dans le pays. Mais il n'est pas aussi un des plus grands contributeurs, justement, au niveau des impôts, pour le coup ? À mes yeux, pas assez. Parce que quand vous avez l'école publique qui n'est plus capable de scolariser des enfants en situation de handicap parce qu'on manque de moyens, quand à l'époque, vous n'aviez pas besoin de Parcoursup et aujourd'hui, vous en avez besoin parce qu'on manque de moyens, quand vous n'avez jamais eu autant de richesse dans ce pays, je me dis qu'il serait peut-être l'heure de contribuer. Et c'est à l'État d'aller chercher vers les privés l'argent ? C'est pas à
l'État nous aider plus? Mais l'État, où est-ce qu'il trouve l'argent? Il trouve Je là pose où... la question. Oui, mais l'État, il trouve l'argent là où la richesse est produite, c'est-à-dire dans les entreprises. Après, on peut aller la chercher dans les profits, on peut aller la chercher dans les dividendes. Alors, c'est certains qui c'est sont à la des débats queue. Comment techniques. on fait dans ces cas-là pour pouvoir autant taxer les entreprises et après pour aller chercher de l'argent chez les entreprises? Mais vous savez, vous pouvez aller chercher de l'argent dans les entreprises en allant sur les profits. Vous pouvez aller les chercher dans les dividendes. Vous pouvez aussi faire des taxes sur l'héritage, par exemple. Nous, pour financer le revenu étudiant, on fait une taxe sur l'héritage. On sait où trouver les sous. D'ailleurs, on est la seule formation politique à avoir un programme chiffré. Et alors, est-ce qu'on pourrait diminuer, par exemple, le salaire des députés? Parce que si je prends le salaire d'un député, le vôtre en l'occurrence, vous pouvez le dire à l'antenne aujourd'hui ou pas? Alors sur le salaire des députés, vous savez, on a l'argent, on a des frais de mandat et ensuite on a l'indemnité personnelle. J'estime qu'on a tellement de frais de mandat et d'avance de frais de mandat, je m'interroge sur pourquoi avoir une si grande indemnité personnelle. Mais si vous regardez qu'est-ce qui rapporte le plus, entre prendre 2% à Bernard Arnault et supprimer le salaire de tous les députés, allez plutôt chercher dans les poches de Bernard Arnault si vous voulez servir l'intérêt général. Non, alors je ne dis pas supprimer le salaire. Jamais je ne supprime un salaire. Je pose la question par rapport au vôtre qui est donc de 5 680 € par mois environ, puisque c'est pas net, net d'impôts. Donc un salaire de député, c'est quand même assez imposant. Je suis d'accord, mais attendez, vous oubliez aussi le fait qu'à côté, on a des avances de frais de mandat. C'est-à-dire que non seulement on a une grosse indemnité, mais il y a aussi une bonne partie d'argent qu'on peut utiliser dans le cadre des fonctions. Alors il faudrait revoir un peu le salaire des députés dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas ne revoir le salaire? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, j'ai une proposition de cadre dans lequel le faire. Nous, on est pour réunir une assemblée constituante avec des citoyens qui n'ont jamais été élus et qui réécrivent la Constitution. Et ce serait un plaisir qu'ils aient ce débat. Mais pourquoi jamais élus? Pourquoi on ne devrait pas rassembler à la fois les élus Parce et pas que j'aurais beaucoup de mal à voir les défenseurs de la Ve République qui est à bout de souffle écrire les institutions de la Sixième République, et parce que je pense que ça ferait du bien d'avoir un peu de renouvellement politique. Mais si vous voulez mon avis, en tout cas, si jamais on veut chercher des grosses sommes d'argent qui puissent permettre de garantir les droits à l'éducation de toutes et tous, c'est davantage dans la poche des ultra-riches que dans la poche des députés. Comment vous avez fait, vous? Parce que vous aviez annoncé que pendant le confinement, vous aviez eu du mal quand même vous en sortir à l'époque. Vous aviez même demandé 2 ou 3 € dans la rue à des gens pour vous aider. Mais vous savez, chez les étudiants, il y a une question que je vais me mettre à poser à chaque plateau maintenant, c'est, à votre avis, combien d'étudiants vivent avec plus de 1 063 € par mois? Non, là on est à 1 109, je crois, sur le seuil de pauvreté. En vérité, vous avez la quasi-totalité des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc on a fait beaucoup d'émissions en ce sens d'ailleurs, et à chaque fois on essaie de débattre de ce sujet dans le Grand JT. On a organisé le système de l'enseignement supérieur pour qu'il enferme les étudiants dans la précarité. Et en vérité, vous avez 2 catégories d'étudiants. Ceux qui sont capables d'avoir des parents qui les aident à hauteur de 700 ou 800 € par mois, ce qui n'est pas non plus une belle vie. Sachant que les parents sont aussi étranglés. Mais oui, mais d'autant plus avec l'inflation. Mais vous avez aussi derrière des étudiants qui doivent travailler à côté de leurs études. Et tout montre que travailler à côté de ses études, c'est la première cause d'échec en licence. Et c'est une frustration quand vous avez travaillé la moitié de votre année, que vous arrivez le jour de l'examen, que vous vous retrouvez à côté d'un élève qui n'a pas eu à travailler parce que les parents ont les moyens, et vous avez eu 2 fois moins de temps que les autres. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à avoir, comme l'expliquait Bourdieu, une école et un enseignement supérieur qui accentuent les inégalités. Et nous, on a une proposition sur ça, c'est un revenu pour tous les étudiants au-dessus du seuil de pauvreté. Et si jamais vous faites ça, vous permettez à toutes et tous de pouvoir avoir un accès à égalité, mais surtout derrière, ce sera utile. Parce qu'avec le réchauffement climatique et tout ce qu'on a à refaire, tout ce qu'on a à transformer, on va avoir besoin d'énormément de cadres intellectuels dans tous les domaines. Et je crains une pénurie de main-d'œuvre dans 10 ou 20 ans, justement parce qu'on n'a pas assez planifié dans la voie professionnelle et dans le supérieur. Et tout ça financé par Bernard Arnault? Mais pas que, vous savez, il y en a beaucoup d'autres qu'on peut faire payer. Mais il ne faut pas uniquement regarder à l'échelle de la France. Beaucoup d'autres pays font des taxes sur les super profits. Et les problèmes qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, tous les pays vont finir par les rencontrer un jour. Je suis assez confiant pour l'avenir, parce que vous ne pouvez pas avoir l'organisation du système capitaliste qui assèche les services publics, qui fait que derrière on essaie de laisser une plus grande place au privé qu'au public. Ça arrive à bout de souffle justement parce que le réchauffement climatique rabat le jeu. Quand vous êtes confiant, c'est-à-dire que vous êtes confiant de la rupture qu'il va y avoir, de la révolution à mener, c'est ça? Alors je suis confiant parce que j'estime que les gens s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là et qu'ils trouvent en nous des solutions. Et je suis inquiet parce que si jamais on ne va pas vers cela, vers quoi est-ce qu'on va aller? Continuer avec Emmanuel Macron, vous arrivez à ce qu'est l'Angleterre aujourd'hui. L'Angleterre, c'est rien de plus le projet d'Emmanuel Macron qui a abouti. Donc, je suis assez confiant parce que élection après élection, on continue de gagner du terrain et puis parce que on convainc.
Dernier mot, quand justement Emmanuel Macron parle de fin de l'abondance, Elisabeth Borne de rationnement, tous ces mots, qu'est-ce que cela vous dit de la société? Est-ce que vous avez l'impression que les Français se sont gavés pendant longtemps? Déjà, je trouve ça assez drôle parce qu'il n'y a jamais eu d'abondance. C'est précisément pour ça qu'on se retrouve dans le pétrin aujourd'hui. C'est parce qu'on a toujours consommé au-dessus de ce qu'on pouvait consommer. Après, donc déjà, il faut quand même acter le fait qu'il faut qu'on se pose une règle, toutes et tous à égalité. On ne doit pas prendre plus à la terre que ce qu'elle est capable de nous donner. Oui, bien sûr, il va falloir des changements individuels. Mais ces changements individuels, ils sont inconséquents si jamais les États et les grosses entreprises n'entament pas, elles, une transformation profonde. Et je trouve assez étrange de voir qu'on va rationner sur le dos des Français et qu'à côté, on refuse de faire la taxe sur les super profits que quasi tous les pays d'Europe sont en train d'appliquer. Donc à la fois, ils comprennent rien au réchauffement climatique, ils sont assez hypocrites vis-à-vis des Français. Quand vous dites ils, c'est les grandes Le entreprises? gouvernement, le gouvernement, mais aussi les grandes entreprises. Enfin, Total qui fait des milliards de profits, qui nous vend une ristourne, ça leur coûte à peine 500 millions d'euros. Écoutez, tout ça est absurde, mais dans l'opinion, on gagne. La majorité des Français sont pour la taxe sur les super profits. C'est pour ça que je vous dis, je suis assez confiant, on gagne du terrain. Je sens l'âme révolutionnaire en vous. Bien sûr. Mais nous, on est pour une révolution citoyenne. On acte le fait qu'il y a une rupture écologique. Oui, il fait partie des Gilets jaunes, non? Comment? Ouais, j'ai été les Gilets jaunes. Vous y êtes encore ou pas? Vous y êtes le samedi? Vous ne pouvez plus? Là, en tant que député, c'est difficile de mener les deux? Mais si jamais il y avait un autre mouvement des Gilets jaunes 2 qui se mettait à émerger, j'irais avec plaisir. Vous pourriez, en tant que député, faire partie de ces manifestations? Ça dépend d'eux. Si jamais ils ne veulent pas de moi, je m'écarterai. Mais si jamais ils me laissent y entrer, avec un immense plaisir. Parce que j'aimerais quand même vous dire quelque chose, mais dans ma circonscription... Ce sera le mot de fin. Ce sera le mot de fin. Dans ma circonscription, vous avez une école... Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, qui a refusé une dizaine d'élèves en situation de handicap parce qu'ils n'avaient pas d'AVS, de personnes en capacité de les accompagner. Et quand vous arrivez dans une situation où on vous répond, on a tellement plus de moyens qu'on n'est plus capable d'éduquer des personnes en situation de handicap, et qu'à côté vous apprenez que vous avez les grandes fortunes et des entreprises qui font des dizaines de milliards de profits, et que le gouvernement vous dit, contrairement à tous les pays d'Europe, on ne va pas les taxer, et bien là vous vous dites que peut-être un mouvement des Gilets jaunes 2 ou un mouvement étudiant, ça leur ferait pas de mal. On en parlera justement de ce très très gros problème des AVS qui manquent effectivement dans l'éducation nationale. On en a beaucoup parlé avant l'été. On va refaire une émission spéciale là-dessus si vous voulez venir. Avec grand vous êtes plaisir. Évidemment le bienvenu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis Boyard. Je rappelle que vous êtes député NUPES, NUPS, NUP, je ne sais plus comment le dire. Nous, on ne sait pas encore, on hésite. Peut-être qu'il faut réfléchir à ça, parce que ça veut dire beaucoup de choses quand même, que vous ne sachiez pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Cette citation d'Albert Einstein illustre parfaitement le parcours de notre invitée. Et quelle invitée! Dans son livre, elle raconte l'accomplissement d'un cancre. Aline Peugeot, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir ici sur le plateau du Grand JT avec Loïc Landreau. Tous les deux, on est ravis de pouvoir discuter. Vous êtes auteur, speaker TEDx, je vais y arriver, chroniqueuse et conférencière, et vous signez donc du fond de la classe au devant de la scène, l'accomplissement d'un cancre, un livre dans lequel vous racontez votre parcours. D'emblée, le mot cancre, c'est hard, c'est dur. C'est ça. Pourquoi également, je suis formatrice en développement personnel parce que justement, j'accompagne des adultes frustrés par l'éducation sociétale, parentale, scolaire à se retrouver. Voilà. Parce qu'on se perd beaucoup dans cette société. Ah oui, alors c'est beaucoup d'informations, effectivement. C'est-à-dire que vous partez déjà du postulat que, petite, vous entendiez toujours ce mot-là. Je suis cancre, ou vous tuez un cancre. Ah oui, oui. Donc il a parlé parents. À l'époque, c'était bonnet d'âne. Oui, les professeurs, la risée des professeurs, forcément, la frustration des parents qui vous le fait sentir parce que vous ne correspondez pas vous comblez pas leurs attentes, en fait. Et tout simplement, je n'avais pas une intelligence logico-mathématique à laquelle on se réfère encore trop souvent maintenant. J'en avais d'autres, mais je pense que le système scolaire n'en est pas conscient, ou alors ne les trouve peut-être pas suffisamment judicieuses ou cohérentes ou importantes. Et pourtant, j'ai expérimenté le fait qu'elles dépassent les limites d'une intelligence purement logico-mathématique, qui a ses limites de l'apprentissage, en fait. Et j'ai même l'impression que ceux qui ne savent rien captent beaucoup plus.
Alors justement, je repars quand vous étiez plus jeune, donc à quel moment vous vous souvenez, en fait, quand on vous dit cancre pour la première fois, quand on vous dit mais non, mais je comprends rien? Mais c'est dès la maternelle, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait tellement d'ordre, pourquoi il fallait mettre ses chaussons à tel endroit, pourquoi il fallait faire des protocoles stricts avec aucune possibilité. D'intuition finalement? Non, aucune possibilité d'improvisation en fait. Pourquoi? C'était toujours la même chose, toujours au même endroit, toujours des rituels toujours rigides. Les écoles type Montessori aujourd'hui seraient les écoles pour vous, par exemple? Qui laissent plus de liberté aux enfants? C'est déjà mieux. Clairement, c'est déjà mieux. Et les écoles vertes aussi. On voit qu'il y a une ouverture, il y a une prise de conscience. C'est déjà ça, oui. Et donc, en fait, ce parcours, en fait, vous l'avez défini tout le temps, tout au long de votre vie, finalement, avec cette idée qui était latente de je suis un cancre, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir. Comment ça s'est passé? C'est un déterminisme. Après, on appuie tellement sur vos lacunes, on vous les répète tellement que ça devient des vérités pour vous. Voilà, ça, c'est le propre du sentiment. C'est construit sur la répétition d'émotions. Et en général, les émotions, quand elles sont négatives, réductrices, ça construit un sentiment réducteur également. Donc, infériorité, nullité, forcément. Donc, on entre dans une voie déterminée on sera capable de rien dans la vie. Mais pourtant, vous parlez donc d'infériorité, de nullité, et pourtant, dans votre livre, vous dites que vous avez été fière d'avoir été ce cancre. Oui, pour en arriver là aujourd'hui, mais il fallait, à l'époque, je ne l'étais pas. Non, c'est triste, c'est lourd, c'est blessant, c'est fracassant en fait, un parcours comme ça, où tout le monde s'y met, où les élèves rigolent, où les profs rigolent, où vos parents vous punissent tout le temps. Donc non, c'est pas drôle. Mais après, oui, parce que justement, j'ai pas les limites de cet apprentissage. J'ai gardé cette liberté d'être, même si l'âge fait qu'on le subit. Après, en adulte, c'est une force. Ce que vous décrivez, c'est très intéressant. C'est souvent le parcours des enfants qu'on dit neuroatypiques, au potentiel, troubles de l'attention, etc. C'est des enfants qui vivent ça depuis la maternelle. Je le sais puisque mon fils, il a été détecté il y a quelques temps de ça. Donc je vous pose la question, est-ce qu'on vous a détecté au potentiel, neuroatypique? Et est-ce que c'est pour ça finalement que vous avez eu tant de mal à rentrer dans les cadres? En fait, c'est venu souvent sur mon parcours depuis que je suis sur ma voie professionnelle. Donc ces 3-4 dernières années, oui, on m'a dit que j'étais au potentiel. Je ne me suis pas plus penchée que ça sur la question parce que j'aime pas qu'on catégorise les gens ou qu'on les étiquette ou qu'on les enferme dans une catégorie. Et je me sens pas supérieure ou différente des autres. J'ai tellement à cœur de justement appartenir à cette société et lui apporter mon regard un peu atypique, singulier, clairement, mais je vous rejoins, oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce que je reprochais à l'école aussi, c'était de solliciter un seul de mes sens, c'est-à-dire l'écoute, alors que moi, j'avais la vue qui avait besoin d'être nourrie, c'est pour ça que je regardais par la fenêtre. C'est le propre des cancres qui regardent et qui sont dans la Lune, mais ils ne sont pas dans la Lune, pas du tout. Ils cherchent l'information globale, entière, pour enrichir un petit peu le discours qu'ils entendent. Pas assez de visuel, vous dites, ça veut dire quoi? Pas d'utilisation de tableaux, pas assez d'images? Très peu à mon époque. Maintenant, oui, il y a un peu plus de vidéos. Et puis, moi, l'histoire, je l'apprends dans ma série Viking, en fait, parce que là, c'est du vivant. Là, il y a des extrêmes qui nous parlent, c'est humain, ça réveille l'émotionnel. Tandis que dans l'école, tout ce que j'ai connu, c'était des natures mortes. Ça ne me faisait pas vibrer du tout. Et je ne voyais pas l'intérêt non plus d'emmagasiner des choses passées. Et je voyais en quoi je suis concernée par ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est où puis-je intervenir, où puis-je être acteur maintenant de cette société. C'est très intéressant, je rebondis sur le mot que vous venez de prononcer qui est vibrer. Ouais. Et ça, c'est le propre des enfants qui sont un petit peu neuroatypiques, c'est qu'ils ont besoin d'émotions. Et vous avez raison de dire que l'école aujourd'hui, on ne peut pas blâmer les professeurs pour ça non plus, mais manque peut-être un tout petit peu d'émotions, de toucher, d'auditif, de visuel. Et comment vous avez essayé, vous, dans votre parcours, de retrouver l'intégralité de ce qu'un humain vit et ressent dans votre parcours pour arriver à là où vous êtes aujourd'hui? Comment vous avez recréé cet émotionnel qui vous manquait quand vous étiez enfant? Ah non, mais enfant, je ne l'ai pas créé. Pas du tout. J'en ai été incapable. J'ai été fracassée. J'ai été une écorchée vive jusqu'à la moitié de ma vie. Ouais. Ça m'a poursuivi jusque-là. Donc, j'ai fait des choix de vie extrêmes à la hauteur des émotions et des sentiments extrêmes que j'avais cristallisé à l'intérieur de moi. C'est que récemment, on va dire 8 ans, grâce à une introspection, je suis passée par le milieu spirituel, mais ça s'apparente à des notions de psychologie classique aussi. Seulement, j'avais tellement aucune confiance en l'extérieur que c'était hors de question que je fasse appel à un psychologue ou un psychothérapeute. Et c'est moi avec moi-même. D'ailleurs, c'est ce langage-là que j'ai gardé, puisque l'extérieur ne m'intéressait pas et je ne l'intéressais pas non plus, l'extérieur.
Donc c'est un dialogue d'âme à âme, et c'est dans cette introspection-là que je me suis retrouvée et que j'ai pu déceler les émotions et les mettre à leur juste place, surtout pour plus qu'elles soient plombantes. Voilà, parce que j'étais en fonctionnement automatisme du passé. Et oui. Voilà. Et est-ce que les professeurs, selon vous, devraient prendre le temps justement de faire attention à cette émotion chez les élèves? Est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Oui. Est-ce qu'ils sont formés pour le faire? Oui. Est-ce qu'on est capable de le faire? Alors le temps, je pense pas, malheureusement. Peut-être qu'ils peuvent prendre sur leur temps de récréation ou voilà, entre deux. Les professeurs, tous, ce n'est pas une vocation. Leur profession, c'est dommage parce on parle de l'humain, là, on parle du vivant. Si on n'est pas professeur par vocation, vous pensez qu'on l'est pourquoi? Parce qu'on n'est pas pour l'argent. Hein. Non, non, mais peut-être par défaut aussi, parce que justement, eux, c'était catalogué cancre et on leur a dit tu pourras faire que dans professeur, ou ça, alors que peut-être qu'ils étaient construits pour complètement autre chose. Vous pensez que quand on vous dit qu'on est cancre petit, on se dit on va devenir professeur plus tard? Par souci de revanche? Vous savez, quand moi j'étais petite, dans ma tête, je jouais la maîtresse, hein, alors que j'étais à l'école, mais j'étais une maîtresse différente. Ah, c'est ça, parce que vous vouliez justement faire basculer les choses. Tout à fait. Vous vouliez changer Oui. ce monde-là. Que faut-il pour vous? Peut-être les 2 idées ou 3 idées essentielles, puisque vous travaillez sur cette question depuis longtemps et puis ça vous taraude. Donc les 2-3 idées pour pouvoir changer l'école de demain, ou même d'aujourd'hui. Un petit peu plus de tolérance pour la différence, un petit peu plus d'écoute aussi au cas par cas, et proposer l'investissement personnel, solliciter l'engagement aussi des élèves, parce qu'après on se plaint qu'on construit des générations qui ne sont pas concernées ou qui se mettent en marge de la société, mais c'est dès le départ qu'il faut les impliquer aussi. Leur apprendre que si on leur apprend l'histoire du passé, c'est parce que justement l'histoire actuellement se répète, et que peut-être que quand ils vont comprendre ça, ils vont peut-être faire basculer les choses, et que ça finira ce cycle infernal qu'on connaît depuis des siècles et des siècles. Je me mets à la place de parents qui nous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire s'ils ont un enfant qui est comme vous? Oui. Parce qu'on a souvent tendance à écouter d'abord le retour des professeurs et donc à blâmer son enfant en disant tu ne travailles pas, il faut que tu écoutes, etc. Quel est le message, vous, que vous voulez passer à ces parents qui peut-être ne savent pas comment bien réagir face à des enfants atypiques? Les parents, soyez complémentaires, n'allez pas dans le sens de l'éducation. L'éducation est là pour relever les lacunes. Pour montrer là où ça pêche. Les parents, encensez vos enfants en fait, parce que encouragez-le dans sa différence, soyez fiers de ses compétences dans certaines matières, même si pour eux c'est que en dessin ou que en français, il n'y a pas de... Il n'y a pas de que, non, en fait. Pas du tout, pas du tout. Et juste le français, ça peut faire une conférencière hors pair, voilà. Et dessin, un architecte hors pair ou un dessinateur hors pair. Tout à fait, oui. Il faut sortir des préjugés, des a priori. Vraiment, il faut faire la balance, parce que sinon l'enfant, il n'aura que du négatif en face de lui. D'autant que c'est ce que vous avez fait, vous, plus petite, hein, puisque vous avez fait profit de cette imagination créatrice permanente, en fait. Et donc, ça vous a amené à aller vers la formation. Vous avez voulu faire de cette difficulté, de ces mésaventures plus jeunes, justement une force pour pouvoir vous engager auprès des parents et des élèves aujourd'hui. Quel est le retour que vous avez ? Je transforme des vies, c'est ça, le résultat, le retour de là. Ce que j'aime, c'est que je suis là où on m'attendait le moins, en fait. Et on me demande comment j'ai fait, par quel cursus je suis passée. En fait, j'ai tout inventé, puisqu'il n'y a pas de voie professionnelle pour moi. J'ai aucune formation, j'ai aucun diplôme, j'ai même pas mon bac, j'ai même loupé mon brevet des collèges. Donc franchement, les enfants qui venaient de rentrer à l'école, faites baisser la pression. Hein. C'est pas les notes qui vont déterminer votre vie. Il y a toujours moyen de sortir des sentiers battus et de faire les choses à sa façon. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on sort des sentiers battus, il y a tout l'espace qu'on veut, il n'y a pas embouteillage. Et justement, tout à l'heure on en parlait, dans certaines filières, il n'y a plus de place pour tout le monde, mais c'est pas grave, faites les choses à votre façon. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Je sens que l'émotion est importante pour vous, parce que ça n'a pas dû être facile effectivement à l'école, et c'est important de pouvoir aujourd'hui en parler. Et, oui, pour que d'autres aient le courage, voilà. Merci. Je rappelle que donc, votre livre est sorti l'année dernière, mais évidemment toujours dans les librairies, Du fond de la classe au devant de la scène, aux éditions Terre en ciel, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup Aline Peugeot d'être venue. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Loïc, ça tombe bien, il est là. Cher Loïc, nous allons parler ensemble d'un des fondamentaux de l'apprentissage, justement, l'alphabet. Ah oui, c'est le b.a.-ba. Hein. Dès la maternelle, vous savez, on plaque les lettres de l'alphabet au mur et puis on fait ânonner comme ça les enfants jusqu'à ce que ça rentre. Il y a même des comptines. A, B, C, D, E, F, G, etc., etc. Mais qui a inventé l'alphabet ? Est-ce que vous le savez ? Les Grecs.
Alors, parce que je vous Non. aime beaucoup, j'ai envie de vous dire oui. C'est pas ça? Mais en fait, non. Enfin, pas exactement. En fait, il est effectivement admis que ce sont les Phéniciens qui ont inventé et diffusé l'alphabet aux Grecs au cours de leurs échanges commerciaux. Les Grecs l'ont ensuite enrichi et adapté. Il y a une version de cet alphabet qui est partie vers l'Est, c'est l'alphabet cyrillique, et une autre version qui a été adaptée à l'Ouest, donc en Europe, c'est l'alphabet latin qu'on utilise tous aujourd'hui. Mais c'est là où je vais vous dire que c'est pas les Phéniciens qui ont inventé l'alphabet. Je vous ai dit les Libanais. Ils l'ont repompé et adapté. En fait, les premières traces d'écriture, donc d'un système symbolique pour nommer les choses, sont attestées en 3400 avant Jésus-Christ. C'est l'écriture cunéiforme des Mésopotamiens et ça ressemble à des petits pictogrammes là qu'on tac 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 sur des grandes stèles. D'autres peuples ont utilisé ce type d'écriture pendant plusieurs centaines d'années et chacun l'adapte évidemment à sa culture et à la façon dont on prononce les mots dans cette culture par rapport au son. Et puis, en 1600 avant Jésus-Christ, dans la zone du Sinaï, qui est bien connue dans la Bible évidemment, donc c'est en Égypte, apparaît l'alphabet proto-sinaïtique, qui est à l'origine de la plupart des alphabets aujourd'hui. En fait, il a été retrouvé gravé dans des mines de turquoise où des ouvriers hébreux travaillaient pour le pharaon. Et les historiens pensent en fait que c'est une adaptation des hiéroglyphes, justement égyptiens, qui avaient des symboles, vous savez, pour chaque objet et chaque syllabe, chaque son. Et à quoi il ressemblait alors ce système? Alors, ça comportait 23 signes. Et c'était complètement novateur à l'époque parce que tous les autres alphabets avaient plus d'une centaine de signes. Donc, c'était assez difficile de tout retenir et de tout écrire. Et ce système utilise le principe acrophonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque signe correspond au premier son de la chose qu'on écrit. Au premier son, c'est-à-dire, ça se complique Alors, là l'histoire, non? Alors, je vous explique. Par exemple, en langue sémitique, la maison se dit bête. B-E-T. Donc dans l'alphabet, ça va donner la lettre B. Et c'est comme ça, donc pour tous les autres signes, on prend le premier son du mot et on le matérialise en sorte de dessin. D'ailleurs, je vais vous faire une grande révélation, parce que vous aussi, je vous aime beaucoup et je sais qu'ici, on adore... Ouais, je tape le micro en même temps. Ici, on adore quand on fait des révélations. Regardez cette lettre. Si je vous la montre comme ça, vous me dites c'est un A. Mais si je vous la montre comme ça, si vous regardez bien, c'est une tête de bœuf. Ah non, j'allais dire un V pour Virginie, mais pas du tout. Non, regardez, Une tête de bœuf. c'est la façon dont on écrivait bœuf en langue proto-sinaïque. Pas du tout. Mais pas du tout. Une tête de bœuf, bah évidemment. Mais oui, mais regardez, il y a les cornes ici. Mais oui, Mais c'est symbolique, bien évidemment. Et pourquoi? je vous charrie, vous avez raison. Parce que le bœuf en langue sémitique se dit Alpes. Alpes, donc c'est le A. Et ça a donné le A comme ça parce que c'est un bœuf. Regardez le B maintenant. Le B, bête, la maison, c'est une forme de maison à toit plat, comme il y en avait dans la zone du Sinaï et au Moyen-Orient dans l'Antiquité. Vous voyez, c'est une vue d'au-dessus d'une maison. Voilà. Et si on regarde le C maintenant, le C, c'est le cou d'un chameau, figurez-vous. Eh oui, c'est le cou d'un chameau. Et le D, mesdames et messieurs, le D est une porte. C'est une porte avec le mouvement d'ouverture et de fermeture. Voilà. C'est-à-dire, refaites-moi. Là, nous avons la porte, ici, et ce mouvement-là est le mouvement d'ouverture et de fermeture qui est un arrondi. Exactement. Très bien. Et voilà donc comment nos anciens ont fabriqué les lettres, c'est-à-dire que chaque mot, comme le A de Alpes, donc a fait le A, le B, etc., etc. Donc vous voyez comme quoi c'est la transmission, c'est l'adaptation, c'est l'imitation qui a finalement permis d'arriver jusque-là. Et alors, notre alphabet à nous, alors quand est-ce qu'il est arrivé? Alors l'alphabet à nous, à partir de l'an 400 avant Jésus-Christ, on a commencé à parler latin un petit peu partout en Europe, vous le savez. Donc du coup, l'apprentissage du latin s'installe dans les écoles. Et comme les Grecs avaient donc repris des Phéniciens qui eux-mêmes les avaient pris des langues sémitiques, eh bien voilà comment l'alphabet est arrivé tout simplement chez nous. Voilà. J'adore. Ben oui. Non, dernier petit truc, rapide. Le mot alphabet, il vient du latin alphabetum, qui comprend quoi? La première lettre et la deuxième lettre de l'alphabet grec, alpha et bêta. Alpha, B, et eux-mêmes viennent d'origine phénicienne, puisque les deux premières lettres sont Alep et Bet. Alep, Bet, alpha, bêta, A et B.
Mesdames et messieurs. Je peux avoir le coup du chameau, s'il vous plaît? Le coup du chameau. Parce que j'aime beaucoup le coup du chameau. Il est là. C'est le C, voilà, C'est le coup du chameau. C'est le coup du chameau. Alors, il y a une tradition, chère Aline Peugeot. Il faut que vous sachiez qu'en fait, Loïc, en dehors du fait qu'il nous apprend énormément de choses, comme il vient de le faire à l'instant, nous fait toujours une petite blague de fin de chronique. Et comme c'est le début de la saison, j'ai mis beaucoup d'espoir dans cette fameuse blague. Donc, on y va. Si, là, la pression est maximale. De toute façon, vous ne revenez pas l'année prochaine, sinon. Alors, donc, après le coup du chameau. Quel est le pluriel d'un coca? Des haltères. Parce qu'un coca a des haltères. Voilà, mais Voilà. ça, Merci. voilà. Non, mais Ça marche aussi évidemment avec Orangina, Oasis et toutes les autres marques, bien évidemment. c'est-à-dire des Oasis, des haltères aussi? Eh bien oui, du coup. Ah, c'est que des haltères à chaque fois. Et oui, en fait, Et alors, comment on distingue quand il y en a plusieurs, comment on fait? Ah bah attends, des coca, des haltères aussi, ENT à la fin. Voilà. C'est pas possible. C'est la première. Il faudra le année, repenser. Je ferai mieux les prochaines fois. Je vous Non, assure. mais en revanche, la chronique était super intéressante. Ah, c'est Merci beaucoup. Merci mille fois, cher Loïc, j'en perds ma voix. C'est le meilleur de School TV maintenant, avec le Zap. Alors, un prof dans chaque classe ou un prof dans chaque smartphone, c'est un peu la proposition que je vous lançais en introduction, Mickaël. Vous allez me dire les deux, finalement. Évidemment les deux, mais c'est une super remarque, j'aime beaucoup cette phrase, un prof dans chaque classe ou dans son smartphone. J'allais dire la benchmarker, pas du tout, Non, je vais vraiment, mettre un petit elle est- crédit, elle est et hyper vous cool. pouvez l'utiliser en me citant, il n'y a pas de problème. Et oui, nous, ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est évidemment pas de remplacer les profs. On pense qu'on est complémentaires de tout ça. On n'est pas du tout en compétition. On ne pense pas vouloir faire mieux, mais on essaie d'apporter une solution meilleure, en tout cas un supplément, et le rendre accessible. Et on a une chance incroyable. Aujourd'hui, on a nos téléphones, on a Internet, on a un ordinateur. Et donc, on essaie de rendre la chose encore plus accessible. On sait qu'on est un peu en pénurie. Et donc, on essaie d'être là en complément. On essaie d'axer vraiment tout notre site et toute notre expérience utilisateur justement vers cette proposition digitale, des cours en visio. Donc on perd un peu cette notion de géographie. Ouais. On sait qu'il y a certaines zones où les professeurs sont plus difficiles à trouver. Donc là, pour le coup, on n'a plus trop ce problème. En tout cas, on essaie vraiment d'inciter les gens à le faire. Évidemment, il y a une culture aussi à changer. C'est important, l'humain face à l'humain. On essaie vraiment d'apporter les bonnes solutions sur notre site pour que les gens puissent trouver leur professeur, qui soit peut-être à même 1000 km de là où ils vivent. Et ça se passe plutôt pas mal. Clément Verdier, je rappelle que vous êtes président du groupe Berbus. Vous avez été reçu la semaine dernière par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelle a été la teneur de ces échanges? Oui, eh bien, le ministre des Transports, Clément Beaune, a vraiment mobilisé son ministère, a mobilisé le ministère du Travail ainsi que le ministère de l'Éducation nationale face à cette problématique de pénurie de conducteurs. Et la teneur des échanges de la semaine dernière était d'évoquer des pistes ensemble, des solutions, des actions visant à accompagner l'entrée de nouveaux conducteurs dans la profession et de renforcer la visibilité et l'attractivité de notre métier auprès du grand public. Clément Verdier, vous arrivez à être positif aujourd'hui? Oui, bien entendu, puisque ce métier de conducteur, notre métier est un beau métier. C'est un métier utile à la société. Voilà. Le conducteur permet à nos jeunes d'aller à l'école, il permet cette égalité des chances devant l'éducation. C'est un maillon essentiel de la chaîne éducative. Donc oui, je suis confiant dans notre capacité à attirer de nouveaux profils et de nouveaux talents dans notre profession. Encore faut-il faire savoir que nous recrutons et faire savoir tous les côtés positifs de ce métier. Irina Capron le disait en introduction, il manque entre 7500 et 8000 conducteurs de bus, de cars. Est-ce que ce chiffre, vous le validez ou est-ce qu'il est sous-estimé? Je le valide. À l'échelle nationale, notre profession, c'est 100 000 salariés, donc 80 000 conducteurs et conductrices. Le chiffre de 8 000, je le valide, c'est 10% d'effectifs en tension dans nos secteurs d'activité. Donc oui, effectivement, je le valide. En précisant, si vous me le permettez, que le travail qui est fait, le travail d'optimisation qui est fait, rend bien évidemment votre chiffre totalement crédible. C'est-à-dire, il faut former, et c'est l'horizon, mais ça ne veut pas dire qu'à la rentrée, il y aura 8000 circuits non assurés. Parce que vous avez mis en place, et c'est bien de le faire, un maximum de solutions
qui sont des solutions d'attente qui vont être opérationnelles. Et le nombre de circuits tels que nous le chiffrons aujourd'hui au niveau des régions qui seraient supprimés le jour de la rentrée sera sensiblement inférieur. Il sera inférieur à 4000. Donc vous avez des solutions temporaires. Elles ne sont que temporaires, vous avez raison de le dire. Globalement, il faut 8000 professionnels de plus pour bien assurer une continuité, une sécurité en la matière. Ces élèves dont vous vous occupiez, vous en êtes occupé dans des établissements ordinaires, mais souvent, même dans ces établissements, on les met parfois dans des classes un peu séparées, voire on les envoie dans des structures séparées que vous avez fréquentées aussi. Voilà, donc Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, je crois absolument. Ouais. Je crois absolument. Alors, c'est pas des établissements séparés, hein, c'est des ateliers relais ou des classes relais, où pour des élèves qui sont en cours de décrochage, pour prévenir le décrochage, on crée des structures où ils sont un peu mis à l'écart pendant quelques semaines, voire quelques mois, voire un an, où on leur propose une pédagogie alternative de projet pour les raccrocher à l'école ou pour leur proposer une orientation pour les plus vieux. Pédagogie de projet, on va en reparler en fin d'émission, parce qu'un des papas de la pédagogie de projet, c'est Freinet. En quoi ça aide ces enfants, ces adolescents, et c'est ce que vous racontez aussi dans Demandez-leur la Lune, d'ailleurs, plus que des cours traditionnels? Parce que d'abord, je pense qu'ils sont beaucoup moins nombreux et qu'il y a une attention qui est portée à la singularité de chacun, à la nature de ses difficultés. Il y a un travail avec en partenariat de façon approfondie avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, avec l'aide sociale à l'enfance, avec la famille. Du coup, il y a beaucoup d'entretiens avec tous ces enfants-là. Ce qu'on appelle les alliances éducatives, d'ailleurs. Enfin, absolument. Et du coup, il y a aussi une formation de ces enseignants, de ce que c'est que la difficulté scolaire. Moi, j'ai eu la chance de passer un DU psychopathologie. Universitaire, pardon, je fais la traduction des sigles. Psychopathologie de l'adolescent difficile, dirigé par Philippe Jamet. Et là, j'ai tout appris. Voilà. Je pense qu'il faut quand même répéter qu'on ne s'occupe pas impunément, comme ça, spontanément, des élèves en difficulté, qu'il faut une formation, et une formation longue. Voilà. Grand monsieur Philippe Jamet, mais cette formation-là, vous avez été la chercher en plus, on ne vous l'a pas donnée. Non. Je ne reparle pas de l'année où vous êtes maître auxiliaire, mais même après, on pourrait quand même imaginer qu'un futur enseignant ou une future enseignante va être amené à croiser des élèves difficiles. Ça existe. Oui, alors ceux-là, ils sont particulièrement difficiles. Oui, c'est ça, on rentre à un niveau... Voilà, et la spécialisation dans l'éducation nationale n'apporte pas de rémunération supplémentaire. J'en ai même perdu, moi, en me spécialisant. Ah oui. Des sous, oui. Plus c'est dur, moins on gagne. Voilà. C'est super. D'abord, vous avez lancé Superprof, notamment avec votre fondateur Wilfried Granier en 2013. Yes. À l'époque, vous définissiez comme le Airbnb du partage des connaissances et du soutien scolaire. Je ne sais pas si vous avez toujours envie de garder cette comparaison, cette métaphore. En tout cas, 9 ans plus tard, la plateforme pour laquelle vous travaillez met en relation 19 millions de profs et d'élèves dans le monde. Vous êtes présent dans 41 pays. Exactement. Et disponible en 18 langues. Est-ce que les familles et les élèves qui se tournent vers vous aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'avant? Est-ce qu'ils viennent avec d'autres motivations, d'autres envies aussi? Alors, je pense qu'on a gardé les mêmes logiques qu'au début. Évidemment, il y a plein de choses qui ont changé. On évolue en fait avec aussi l'évolution des cultures dans tous les pays. Et d'ailleurs, même entre chaque pays, donc pour en parler longtemps, la différence des pays est aussi assez incroyable. Il y a des logiques qui suivent, mais pas toutes. Et oui, ça a pas mal évolué. On se rend compte qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé récemment, le cours en visio a été vachement plus accepté. On se rend compte que les gens ont plus l'habitude. Donc on peut même vraiment mettre des outils en place pour leur permettre de prendre leurs cours à distance. Et là où est notre force, en fait, c'est justement aller dans 41 pays. C'est vrai que c'est assez incroyable, mais pour nous, c'était notre objectif. C'est que le fait d'être dans 41 pays, on peut maintenant proposer un cours de japonais avec un japonais, un natif du pays. On peut prendre un cours de cuisine thaï avec un thaïlandais. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on se dédouane de la géographie et on propose les meilleurs professeurs, en tout cas la meilleure expérience d'apprentissage. Alexandra Mendes, dans quelle mesure la crise sanitaire, cette crise du coronavirus a fait basculer, si je puis dire, la situation ? Alors, je pense que chez nous, ça a ouvert beaucoup de questions à nos conducteurs, en fait. On en a certains qui nous racontent qu'ils ont envie d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle différent, qui ont envie Il y en a qui ont eu peur aussi. Et du coup, ils ont envie de se recentrer sur des choses plus personnelles. Et c'est vrai que chez nous, ça a eu un impact aussi. Le Covid a mis un sérieux coup au secteur. Certains disent que c'est un coup de grâce. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ? Non, je dirais pas ça.
c'est vrai que ça a mis un coup au secteur et que du coup, on est un peu en difficulté, on est en pénurie et donc oui, ça a eu un impact. Après, je pourrais pas dire un coup de grâce. On n'est pas non plus, on arrive quand même encore à recruter, on arrive à former, on arrive à intéresser les jeunes quand même à nos métiers. C'est peut-être un peu différent, faut peut-être chercher un peu différemment, recruter un peu différemment. Mais je pense qu'il y a quand même un bel avenir. Comment opérer un choc d'attractivité, Président Bonneau? Un mot sur le coup de grâce. Ah. Il y a ce que vous observez, ce que nous observons sur l'attractivité du métier. Mais au même moment, je veux le dire avec force, il y a un besoin de ce service collectif, de ce transport collectif qui est encore plus évident que par le passé. Quand on fait du transport collectif, on limite le transport individuel. Et dans ce moment de réchauffement, dans ce moment de crise climatique, dans ce moment où on doit se mobiliser pour produire le moins possible de CO2, le transport collectif assuré par nos sociétés, il est encore plus fondamental qu'hier. C'est un service public, mais c'est un service public complètement indispensable. Donc, il faut défendre ce métier. Ce métier est essentiel. Il faut que les sociétés, dans leur rapport au pouvoir public et aux salariés, trouvent ce nouvel équilibre que vous citiez. Mais la société aujourd'hui, pour répondre à la crise climatique, a besoin encore plus du transport collectif. Le tout, c'est vraiment d'être attentif à la fréquence des signes d'anxiété. Soyez vraiment à l'écoute, car cette angoisse peut aussi se transformer en phobie scolaire. Alors là, c'est vraiment moins rigolo, parce que c'est un phénomène qui se répand de plus en plus. Voilà. Je ne sais pas si en tout cas on en parle, ça c'est sûr. Comment on la décèle, cette phobie scolaire? Par exemple, c'est arriver en retard systématiquement. Tous les matins, on arrive en retard. C'est être absent, c'est aller souvent à l'infirmerie, souffrir de maux de ventre, maux de tête. Et alors, ça peut être accentué, par exemple, le dimanche soir ou à la reprise après les vacances scolaires. Donc, vraiment vigilance, surtout pour les tout-petits, parce qu'ils ont un peu de mal à exprimer leurs émotions. Et alors, les solutions, surtout faites-vous aider, parce que pour un parent, c'est pas forcément facile de faire face à la phobie scolaire de son enfant. On est un peu désemparé, on se sent impuissant et puis surtout, on se sent coupable. Donc, il faut pas laisser ça. Aller voir un psy ou un pédopsychiatre, ça va permettre de comprendre ce qui va pas chez votre enfant et dépasser la phobie scolaire. Cartable, c'est un organisme de soutien scolaire qui est financièrement accessible à tout le monde, ou en tout cas au plus grand nombre. Je continue. Absolument, allez-y, on boit vos paroles. Donc on est d'accord, on a commencé par faire du contenu pédagogique. Nous, le constat de départ, c'était que le soutien scolaire, c'est trop cher. On en parlait juste avant, un cours, c'est entre 20 et 30 euros de l'heure. Il y en a très peu qui peuvent se le permettre. Donc comment est-ce qu'on peut démocratiser l'accès au soutien scolaire? On a commencé par du contenu pédagogique. On a créé une plateforme exhaustive de tous les contenus, les cours, les exercices corrigés, les méthodes, tout ce dont vous avez besoin, du CE1 à la terminale, pour à peu près 10 euros par mois. C'est l'équivalent de tous les livres que vous pourriez acheter à la place, tout regroupé sur votre téléphone, votre tablette, en plus intuitif pour les enfants. Et on a ajouté à ça des services de professeurs. On a un chat d'aide aux devoirs tous les soirs, de 4h à 7h. Et on a des cours en visio, en petits groupes, sur tous les chapitres du programme. Et nos élèves payent entre 30 et 40 euros par mois pour avoir des cours toutes les semaines, tout leur support pédagogique, l'aide de nos professeurs, etc. Et notre combat, c'est de dire que ça peut leur suffire, qu'ils peuvent progresser avec ça. Ils n'ont pas nécessairement besoin de passer par des cours individuels. Ils passaient par des cours individuels avant parce qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives. Aujourd'hui, ils ont autre chose. On peut essayer de commencer par ça. Et vraiment, si quelqu'un est en difficulté extrême ou a besoin d'un suivi individuel poussé, dans ce cas-là, on essaye de prendre un cours particulier. Voilà, le meilleur donc de School TV avec le Zap. Il y a évidemment toutes les meilleures blagues de Loïc Landreau qu'on peut retrouver toute l'année. S'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Si, on en fera une spéciale, un jour promis. Il faudra faire un livre. Mais il y aura aussi le condensé de toutes les informations qu'on aura apprises grâce à vous. Je suis quand même très déçu que vous n'ayez pas vu la tête de bœuf sur mon A. Si, ça y est, maintenant c'est bon, c'est fini, j'ai figuré. Ah, ça y est. Merci mille fois. Merci beaucoup, Aline Peugeot, d'avoir été avec nous, d'être venue nous raconter votre parcours. Merci. Je rappelle donc votre livre Du fond de la classe au devant de la scène, aux éditions Terrentiel. Voilà, toujours disponible dans les librairies et à lire surtout. Merci à toute l'équipe de School TV, canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour nous retrouver. Et à demain, bonne soirée.